Bienvenue à Nice. Aujourd'hui, on se penche sur un oiseau fascinant, le faucon aubereau, Falco supputeo. Un rapace super élégant, un des chasseurs les plus vifs du ciel et aussi un grand migrateur. Et on va explorer une période bien particulière de sa vie, celle qui suit le premier envol des jeunes. C'est un moment assez crucial, mais on n'en parle pas souvent, et ça détermine beaucoup de choses pour leur avenir. On s'appuie pour ça sur plusieurs sources, notamment une étude scientifique très détaillée menée dans les Hautes-Pyrénées. L'idée, c'est de comprendre pourquoi ces jeunes faucons, une fois qu'ils savent voler, ils traînent si longtemps près du nid avant de démarrer leur énorme voyage vers l'Afrique. Alors, on décortique ça ensemble. Volontiers. Alors pour bien visualiser l'oiseau, le faucon aubereau, il a à peu près la taille du faucon cresserelle, mais sa silhouette est beaucoup plus fine, plus aérodynamique, on va dire. Il a de longues ailes pointues, en forme de faux, un peu comme un grand martinet, et puis une queue assez courte. Chez l'adulte, le dos est gris ardoise, le ventre blanc mais avec des stries noires fines, et le signe distinctif, c'est cette fameuse culotte rousse sous la queue, ça on le voit bien, et sur la tête, il a une moustache noire et des joues bien blanches, ça contraste pas mal. D'accord, je vois bien. Et il vit où ce faucon? Question habitat, il est assez adaptable. Il aime bien les paysages mélangés avec des zones ouvertes, comme des champs ou des prairies, et puis des zones boisées, genre lisières de forêt, bosquets, ou même des haies avec de grands arbres. Souvent pas loin de l'eau aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est aussi mis à nicher sur les grands pylônes électriques. Il réutilise d'anciens nids de corvidés comme de corneilles. On le trouve un peu partout en France, mais il est rarement très abondant à un endroit précis. Et quel chasseur! Houhou! Un vrai acrobate désert, c'est ça? Son régime alimentaire, c'est assez incroyable, non? Ah oui, c'est un spécialiste de la chasse en vol. Il attrape des gros insectes genre libellules, hannetons, mais aussi, et peut-être surtout, des petits oiseaux très rapides. Hirondelles, martinets, alouettes. Carrément. Et il paraît qu'il mange en volant. Oui, oui, tout à fait. Il est tellement adroit qu'il plume et mange souvent ses proies en plein vol. Il les tient dans ses serres, c'est assez spectaculaire à voir. Bon, le portrait est clair, alors venons-en à notre sujet principal. Cette fameuse période juste après l'envol. Les jeunes sortent du nid, fin juillet-août, ils savent voler, et pourtant, ils ne partent pas. Ils restent là. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'étude de Fourcade-Raguet, dans les Hautes-Pyrénées, elle a sorti un chiffre assez marquant. En moyenne, les jeunes brerots restent 50 jours sur place après l'envol. 50 jours! C'est presque 2 mois. Ça paraît énorme, non? Oui, c'est effectivement très long, surtout si on compare avec d'autres études. Par exemple, en Alsace, on a trouvé une moyenne de 33 jours. Aux Pays-Bas, c'est 32 jours. Alors cette différence en Bigorre, Oui, pourquoi? Pourquoi ils restent si longtemps là-bas? l'explication principale, c'est que leur date de départ en migration est beaucoup plus tardive dans cette région des Pyrénées. La plupart partent seulement la deuxième semaine d'octobre. La date moyenne, c'est le 10 octobre, alors qu'en Alsace, c'est plutôt autour du 21 septembre. D'accord. Ils partent plus tard de là-bas. Mais ça n'explique pas tout. Pourquoi rester sur place si longtemps avant de partir? On lit que les jeunes savent chasser les insectes tout seuls, et assez bien, genre 8 jours après leur premier vol. Alors qu'est-ce qui les retient? Cette dépendance qui dure? Pourquoi? Alors, l'hypothèse principale, et elle est bien soutenue par l'étude pyrénéenne, c'est qu'ils restent attachés au nourrissage par les parents. Les jeunes continuent de réclamer et de recevoir de la nourriture des adultes, et surtout du mâle en fait. Et le point clé ici, c'est ce qu'ils reçoivent. Ce ne sont plus tellement des insectes, mais surtout des oiseaux, des proies vertébrées quoi, comme des hirondelles par exemple. Et ça, c'est beaucoup plus riche en énergie, Ah, ouais. mais c'est aussi beaucoup plus dur à attraper. Et ça, les jeunes, à ce stade, ils ne maîtrisent pas encore bien. Ah, d'accord. Donc même s'ils savent se débrouiller pour grignoter des insectes, ça ne suffit pas pour le grand voyage qui les attend. Il leur faut le plat principal, les oiseaux, que seuls les parents peuvent encore leur fournir. C'est une sorte de stage de préparation physique intensif payé par papa et maman. C'est exactement ça. C'est une très bonne image. Ce nourrissage, en plus, qui devient même la source principale de biomasse à la fin, il est fondamental. Ça permet aux jeunes de faire des réserves de graisse, d'être vraiment en super condition physique avant d'attaquer leur première migration. Et il faut voir ce que c'est cette migration. Un voyage hyper long, super dangereux, vers l'Afrique australe.
On parle de plus de 9500 km parfois. Incroyable. Et cet apport d'énergie des parents est d'autant plus crucial qu'à l'automne, la ressource que les jeunes maîtrisent, les insectes, elle devient beaucoup moins fiable, moins abondante. Ça dépend énormément de la météo, hein. S'il fait moins de 13 degrés Celsius, par exemple, la chasse aux insectes s'arrête quasiment. C'est très différent du faucon cresseralette, par exemple. Lui, il vit dans des zones où les insectes restent abondants plus longtemps, donc il peut devenir indépendant bien plus vite. C'est fascinant ce paradoxe quand même, des jeunes qui sont techniquement capables de chasser une partie de leur nourriture, mais qui choisissent de rester dépendants. On aurait pu penser que c'était un peu de la facilité, mais non. Les données montrent plutôt une vraie stratégie de survie, c'est ça, hein? Absolument. C'est une stratégie adaptative essentielle. L'étude des Hautes-Pyrénées donne des arguments forts. Premièrement, ils ont observé une corrélation négative très nette entre la date d'envol et la durée du séjour. Attendez, une corrélation négative, ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que plus les jeunes s'envolent tôt dans la saison, plus ils restent longtemps sur place avant de migrer. Ah ouais. C'est un peu contre-intuitif, non? On pourrait croire que ceux qui s'envolent tôt partiraient plus tôt aussi, puisqu'ils ont plus de temps pour s'entraîner. Exactement. Le fait qu'il reste plus longtemps montre bien que ce n'est pas juste une question de temps disponible. C'est plutôt qu'il vise une condition physique optimale. Et ça prend du temps et ça dépend de cette nourriture riche apportée par les parents. Deuxième point, les jeunes qui naissent plus tard dans la saison, eux, ils ont tendance à partir aussi plus tard en automne, comme s'ils essayaient de rattraper un certain niveau de préparation. Et troisièmement, et c'est crucial, le départ des jeunes coïncide très souvent avec le départ du père, du mâle adulte. Et le départ du mâle, lui, il semble très lié à la diminution de ses proies préférées pour nourrir les jeunes, notamment quand il y a beaucoup moins d'hirondelles rustiques sur le territoire. Il attend que la source principale se tarisse, en quelque sorte, avant de partir. D'accord. Bon, il faut juste préciser une petite chose. Quand on dit 50 jours, c'est la durée moyenne du séjour sur le site. La dépendance absolue, le moment où il ne pourrait pas survivre seul, est sans doute plus courte. Mais le bénéfice à rester là, à recevoir ces oiseaux super énergétiques, même s'ils chassent déjà des insectes à côté, ce bénéfice reste très élevé. Ça justifie de rester longtemps pour maximiser les chances de réussir la première migration. C'est l'étape la plus risquée de leur vie, hein. C'est très clair. Une stratégie pour optimiser l'énergie avant le grand saut. Mais alors, comment ça se passe le départ final? Toute la petite famille s'envole ensemble vers le sud? Pas vraiment, non. Le scénario le plus courant, celui qu'on observe souvent, c'est assez régulier. En général, c'est la femelle adulte qui quitte le site en premier. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'elle part tout de suite en migration, elle peut rester un peu dans les parages. Le mâle, lui, il continue de nourrir les jeunes, c'est vraiment lui qui assure jusqu'au bout, ou presque. Et puis, à un moment, le mâle quitte le territoire à son tour. Et c'est seulement après le départ du mâle, souvent peu de temps après, que les jeunes s'envolent enfin pour la migration. Ah d'accord, le mâle attend que les jeunes soient prêts, en quelque sorte. On peut le voir comme ça, ou qu'ils partent quand les ressources diminuent vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est que le départ des jeunes d'une même nichée est souvent assez groupé, sur quelques jours seulement. Ils partent quasiment ensemble. Ah, et puis un petit détail de comportement que les observateurs notent, à toute la fin de cette longue période, les liens entre les jeunes frères et sœurs semblent se relâcher un peu. On les voit plus souvent perchés chacun de leur côté pendant la journée, même s'ils dorment peut-être encore ensemble la nuit. Chacun se prépare un peu dans son coin, on dirait. Une fois parti, c'est le début d'une aventure incroyable. Vous pouvez nous en dire quelques mots de cette migration hors norme? Oui, alors le faucon obro, c'est vraiment le migrateur transsaharien type. La grande majorité des oiseaux européens va passer l'hiver très loin en Afrique australe, surtout dans la région du bassin du Zambézé. Et ils voyagent comment? En groupe? Justement, non, pas comme d'autres rapaces qui se concentrent sur des passages étroits, comme Gibraltar. Le hobro, lui, il migre plutôt sur un très large front, et souvent assez haut en altitude, fréquemment autour de 600 mètres, mais parfois bien plus, 1000, 2000 mètres. C'est pour ça qu'il est assez discret et difficile à compter pendant les migrations. Il voyage presque toujours seul, ou alors en tout petits groupes très dispersés. Voir une troupe de hobros, c'est vraiment exceptionnel. Et quand est-ce qu'on peut les voir passer? Les périodes sont assez claires. En automne, la migration s'étale d'août à octobre, mais le pic, c'est souvent fin septembre. Pour le retour au printemps, les premiers arrivent dans le sud de la France dès la mi-mars, mais le gros du passage, c'est plutôt mi-avril à mi-mai. Et juste un mot sur la vitesse, parce que c'est parlant.
En vol plané pendant la migration, on a mesuré des vitesses autour de 64 km/h. En vol mixte, battu plané, c'est plutôt 42 km/h. Mais alors en chasse, en piqué, Là, c'est la folie, non, hein. Plus de 150 km/h, j'ai lu, voire 240. C'est vertigineux. Une vraie flash vivante. exactement. C'est l'un des chasseurs aériens les plus rapides, les plus agiles qui soit. Il peut attraper des oiseaux extrêmement vifs en plein ciel. Impressionnant. Bon, après ce tableau assez flatteur de ses capacités, on en est où aujourd'hui pour le faucon au bereau? Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour lui? Alors, son statut officiel, au niveau mondial et européen, c'est préoccupation mineure, LC. Ce qui est plutôt rassurant, on va dire. En France, globalement, il n'est pas vu comme menacé. Par contre, c'est plus contrasté si on regarde région par région. Dans certaines, il est sur les listes rouges comme quasi menacé, NT, ou même vulnérable, VU. C'est le cas en Alsace, en Corse, dans l'ex-Limousin par exemple. Et les populations, elles augmentent, elles diminuent? Alors, en France, les effectifs nicheurs semblent avoir pas mal augmenté depuis les années 2000. Les chiffres varient un peu selon les sources et les années. Migration.net donnait entre 6400 et 10 900 couples au début des années 2000. Une source plus récente du réseau RTE parlait de 11 600 à 15 600 couples vers 2011-2012. Ah oui, c'est une belle augmentation quand même. Oui, c'est une belle récupération après les gros déclins des années 50 à 70, qui étaient surtout dus aux pesticides, comme le DDT. Au niveau européen, la tendance globale est plutôt stable, même s'il y a des déclins locaux, en Allemagne par exemple. C'est encourageant cette remontée. Mais est-ce que ça veut dire que tout va bien? Il n'y a plus de menaces? Malheureusement, il reste des sujets de préoccupation. D'abord, la dégradation de ces habitats. L'arrachage des haies, le drainage des zones humides, l'agriculture qui devient de plus en plus intensive, avec moins de diversité, moins de prairies, tout ça, ça réduit la qualité de ces zones de chasse et de nidification. Ensuite, les pesticides. Ça reste un gros problème. D'une part, ça diminue le nombre de gros insectes qui sont importants pour son alimentation, surtout au début pour les gènes. D'autre part, comme il est en haut de la chaîne alimentaire, il accumule les résidus de pesticides présents dans ses proies, insectes et oiseaux. C'est un risque d'intoxication chronique. Sa présence est d'ailleurs un bon indicateur de la qualité des milieux. Oui, c'est logique. Et puis, il y a les infrastructures. Comme il niche parfois sur les pylônes électriques, il y a des risques d'électrocution ou de court-circuit, même si des efforts sont faits pour aménager certains pylônes. Enfin, il y a une inconnue importante, les conditions qu'il trouve sur ces zones d'hivernage en Afrique. On ne sait pas tout ce qui s'y passe, mais l'usage des pesticides là-bas, la déforestation, les changements agricoles, tout ça peut avoir un impact sur sa survie pendant l'hiver, et donc sur les oiseaux qui reviennent nicher chez nous. Bon, alors, si on essaye de résumer tout ça, ce long séjour des jeunes aubereaux près du nid, qui nous intriguait au début, ce n'est pas du tout de la paresse de jeunes ados, c'est en fait une stratégie de survie hyper importante, très calculée, un investissement des parents essentiel, une sorte de boost énergétique final avec ces proies riches que sont les oiseaux, pour que les jeunes soient au top de leur forme avant d'affronter les dangers de l'automne et surtout l'immense défi de leur première migration. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, une question pour la suite. Est-ce que cette forte dépendance des jeunes et ce régime très spécialisé à la fin, hirondelles, gros insectes, ne rendent pas le faucon obéro particulièrement sensible aux changements rapides de notre environnement? Hum, On peut se demander par exemple quel serait l'impact si les migrations des hirondelles se décalent à cause du climat et ne correspondent plus pile au moment où les jeunes faucons en ont le plus besoin, ou si les populations de gros insectes continuent de s'effondrer. Au fond, qu'est-ce que cette stratégie nous apprend sur les coûts énergétiques énormes de la migration pour ces jeunes oiseaux et sur la complexité, peut-être la fragilité, des liens entre prédateurs et proies dans des écosystèmes qui changent si vite?